Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en Bourgogne, bienvenue en direct sur le plateau de La Voix est libre, plateau en configuration électorale puisque dans 5 semaines maintenant aura lieu le premier tour des élections départementales, nouveau scrutin, nouvelle configuration pour reconstituer ce que l'on appelait jusqu'alors les 4 conseils généraux de la région et qui deviennent les 4 conseils départementaux. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin? Nous allons en débattre avec nos 4 invités. Alain Suguenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député maire de Beaune, président de l'UMP de Côte-d'Or. Jérôme Durin, bonjour. Bonjour. Sénateur de Saône-et-Loire et secrétaire fédéral du Parti socialiste de ce département. Édouard Ferrand, bonjour. Bonjour. Député européen et secrétaire départemental du Front National dans l'Yonne. Et enfin, Philippe Hervieux, président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional de Bourgogne. Bonjour. Bonjour. À la maison, je vous rappelle que vous pouvez réagir, poser vos questions par le biais de Twitter, hashtag LVE Bourgogne ou @F3 Bourgogne, sur notre site internet bourgogne.france3.fr ou via notre page Facebook. Alors pour ces départementales, les prétendants avaient la possibilité de déposer leur candidature jusqu'au lundi prochain, 16 février. Et on le voit sur ces images, ils ont été déjà très nombreux dès lundi matin à l'ouverture des portes des bureaux d'inscription de la préfecture de Côte-d'Or à se précipiter donc pour déposer leur candidature. Un premier bilan peut-être de ces candidatures. À gauche comme à droite, Alain Suguenot, il y a des dissidences, comme on dit. Il y en a plusieurs en Saône-et-Loire, il y en a plusieurs en Côte-d'Or. Il y a des querelles dans la Nièvre, il y a des querelles dans l'Yonne. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous attendiez à une plus grande unité? Pas trop, non. Pour la Côte-d'Or, en tous les cas, il n'y a pas trop de dissidences. La droite part sereine. Oui, je crois qu'il y a toujours des velléités, on le sait bien, dans des élections comme celle-ci, mais je pense que les électeurs, ils ne veulent pas des bagarres de petites chapelles. Donc ils veulent effectivement qu'on ait un vrai projet et puis surtout des candidats qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont envie tout simplement de bouger les lignes, comme on dit. Donc je crois que non. En tous les cas, en ce qui concerne la famille politique à laquelle j'appartiens, il n'y a pas eu trop de difficultés. À gauche, il y a aussi des dissidences. J'ai en tête notamment Autun, dans votre département, où ce n'est pas toujours très facile. Est-ce que ces désaccords rendent le combat encore plus difficile? Parce qu'on sait que le contexte national n'est pas particulièrement favorable pour vous. Ce ne sera pas, à mon avis, si difficile que ça dans le département de Saône-et-Loire, du point de vue de l'unité des socialistes, puisque après les sénatoriales, on a organisé le rassemblement. Tout le monde est rentré sous la coupe de la majorité départementale. Et effectivement, il reste un canton autunois où il y a 2 candidatures. Sinon, je crois qu'on a un dispositif politique qui est assez homogène. Après, il reste le rassemblement avec les autres forces de gauche. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça a été plus difficile que nous le souhaitions. Ouais. On va en parler effectivement. Édouard Ferrand, des candidats dans tous les cantons de Bourgogne, vous confirmez? Chez nous, c'est l'unité. Effectivement, la grande nouveauté, c'est que nous aurons des candidats sur tous les cantons de Bourgogne. Et donc, je crois que c'est un grand élan qui est né avec l'élection partielle du Doubs, qui va montrer que le Front National est une force politique majeure en Bourgogne. Je crois que c'est la force montante en Bourgogne. Et donc, nous allons créer la surprise parce que je pense que nous allons être présents dans un certain nombre de cantons au second tour. Et donc, nous ferons le jeu politique. Et c'est vrai qu'il faudra compter sur le Front National pour cette élection. Alors vous êtes déjà dans la grande région. Vous, le Doubs fait partie de la Bourgogne, pas encore? Mais bientôt, grâce aux socialistes. Mais bon, je pense que l'identité de la Bourgogne restera, manifestement. Elle restera la grande région économique, la grande région culturelle. Et nous ferons en sorte que la Bourgogne ne soit pas le parent pauvre de cette fusion. Philippe Hervieux, Emmanuel Cos disait qu'il y avait un tiers de candidatures autonomes, un tiers d'alliance avec le PS, un tiers avec le Front de gauche. Est-ce qu'on retrouve cette configuration sur notre région? Oui, on retrouve à peu près cette configuration. Pour cette élection, on avait décidé de mettre en place notre principe de subsidiarité et de laisser les groupes locaux décider au plus près du terrain pour savoir quelle était la meilleure façon de faire progresser l'écologie sur le terrain, sur le concret du terrain et des territoires. On va y revenir, mais c'est facile à expliquer ça aux électeurs, qu'une fois on est avec le PS, une fois on est contre. En tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire progresser l'écologie. Alors, c'est vrai que ça dépend du territoire. L'écologie, elle n'est pas au même niveau partout. Elle n'est pas au même niveau dans les villes. Les contextes sont plus difficiles dans les campagnes. Donc, on est obligé d'avoir des ajustements par rapport à ces contextes-là. Donc, du coup, ça donne effectivement des cas de figure un petit peu différents. Parfois, nous partons sous nos propres couleurs. Parfois, on s'allie avec le Parti socialiste, comme sur les cantons dijonnais. Une impression pour tous peut-être avec cette question de Véro sur Internet. Il y a des grands cantons, des candidats qui sont très peu connus. Est-ce que les gens ne vont pas voter finalement surtout pour l'étiquette politique, ce qui n'était pas forcément le cas avant pour les cantonales?
Ce sera obligatoirement une élection nationale. Je crois que le contexte est ainsi fait. C'est vrai que le nouveau découpage est très complexe et très honnêtement, je crois qu'on faut s'y faire, en tout cas. On aurait pu éviter ça. Je crois qu'on avait à l'époque, nous, mis en place une réforme territoriale qui permettait de diminuer le nombre de représentants départementaux, les conseillers généraux de l'époque, les conseillers territoriaux déjà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve en Côte d'Or, il n'y a pas d'économie. 46 au lieu de 43, donc c'est absurde. Au surplus, vous avez en effet raison, il y a des cantons immenses. J'en ai un notamment dans ma circonscription avec 92 communes. Un territoire qui fait presque 60 km de long. C'est vrai que les électeurs risquent de s'y perdre. Donc il va falloir faire de la pédagogie, leur apprendre. Et c'est vrai que le scrutin national est important aussi parce qu'il faut savoir si on veut donner un blanc-seing au gouvernement aujourd'hui, dans la situation actuelle, je crois que c'est l'occasion jamais de s'exprimer. Jean Durin ? Je ne suis pas certain que ce soit la dimension nationale qui l'emporte. Nous, en Saône-et-Loire, on a vraiment choisi d'avoir la bannière de la majorité départementale très forte. Une majorité qui a bien travaillé dans les 2 mandats précédents. Donc je pense que ça va être important. Avec un scrutin pour lequel moi j'avais quelques préventions au départ en me disant ce binôme, est-ce que ça va bien marcher ? Il a quand même 2 grands avantages, ce mode de scrutin. D'abord la parité. Effectivement, partout, on aura des candidates femmes, puisque on aura la moitié d'élus femmes. Donc ça, c'est quand même un vrai progrès. Deuxième avantage, et c'est ce que nous, on a vraiment cherché à jouer en Saône-et-Loire du côté de la majorité départementale, on peut marier l'expérience d'un sortant avec la nouveauté, avec la fraîcheur militante. On ne craint pas la chute. Un petit détail technique. On peut vraiment marier dans ces binômes expérience et rajeunissement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Oui, Philippe Hervieux. Effectivement, ce mode de scrutin, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'effectivement, il va faire progresser la parité dans cette collectivité qu'est le Conseil général et qui en a véritablement besoin. Quand on regarde la photo aujourd'hui du Conseil général de Côte d'Or, que je connais bien, il y a vraiment besoin de la parité. Ce qui est vrai à peu près partout, d'ailleurs. L'autre chose qui est bonne aussi, et qu'a pas rappelé Jérôme, c'est qu'on a maintenant des cantons qui sont plus équilibrés en termes de population. Auparavant, on avait quand même des disparités qui allaient pratiquement de 1 à 5, à 6, à 7 par rapport à des cantons. On pouvait se faire élire avec 1000 voix. Donc il y avait vraiment un problème démocratique. Là, ce problème-là va être réglé. Alors, c'est pas le scrutin que nous, on aurait rêvé. On aurait rêvé d'un scrutin à la proportionnelle, notamment d'une liste départementale à la proportionnelle, ce qui réglait et le problème de parité et aussi le problème de démocratie à l'intérieur du département. Et juste pour répondre à votre question initiale, je pense qu'on est dans une nationalisation des scrutins de plus en plus forte. On l'a vu il y a encore presque un an avec le scrutin municipal où on avait beau être un bon maire, mais comme on était un bon maire de gauche, eh ben on sortait du jeu. Je crois qu'on est de plus en plus dans des scrutins nationalisés avec des enjeux nationaux et je crois que c'est un petit peu l'air du temps avec la vitesse de circulation des informations. C'est difficile de faire autrement et c'est regrettable. Pour revenir sur le mode de scrutin, peut-être, Édouard Ferrand, j'imagine que vous avez au moins un point d'accord avec Monsieur Hervieux, c'est sur la proportionnelle, donc vous l'auriez souhaité, vous aussi ? Non, parce que le Front National est capable aujourd'hui, on l'a vu avec le scrutin du tout, d'arriver en tête et de ne pas avoir besoin de la proportionnelle. Non, cette réforme territoriale, cet aménagement du territoire tel que le proposent les socialistes, c'est une catastrophe. La droite y avait pensé déjà avec le rapport Balladur. Moi, je pense qu'au contraire, on va éloigner le citoyen du centre de la vie politique. C'est une dégénérescence de la souveraineté populaire. Et je crois qu'il faut sanctionner justement ce gouvernement socialiste qui a mis en place un système qui est fait de clientélisme, qui est fait de caste, qui est fait pour sauvegarder les intérêts des petits copains. Et moi, je crois qu'il faut profiter de ce scrutin pour imposer une nouvelle politique, faire en sorte que les Français soient remis au cœur de l'action politique. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une opposition entre la ruralité et les villes. On voit qu'il y a une fracture dans le monde rural. Et moi, je pense qu'il faut justement faire en sorte que ce scrutin soit l'occasion pour les Français de faire un vote sanction et de dire aujourd'hui stop au système. Imposons maintenant une nouvelle dynamique, celle du Front National. Jérôme Durin, on va élire, alors c'est l'une des critiques que l'on entend beaucoup, on va élire des conseillers départementaux finalement dont on ne connaît pas encore les prérogatives. Est-ce que c'est pas paradoxal ça quand même, parce que finalement la loi NOTRe n'a pas encore été définitivement validée par le Parlement ? Ça aurait été plus confortable d'avoir les compétences finales, je vous l'accorde, avant le scrutin. Bon, globalement, on sait à peu près les arêtes, le point d'arrivée de la loi NOTRe. Je précise juste la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République. Merci. Le Premier ministre Manuel Valls s'est exprimé dans le Sénat
quand nous étudions le texte, en confortant les départements, en disant qu'ils seraient assignés aux compétences de solidarité sociale et de solidarité territoriale. Donc effectivement, le détail des compétences n'est pas connu. Enfin, en gros, on sait à quoi les... On ne sait pas pourquoi on va voter alors. On va finir. Non, mais on ne sait pas pourquoi on va voter, il faut le souligner. Aujourd'hui, vous avez fait un aménagement du territoire sans savoir ce qu'il y avait dedans. Les ennuis commencent avec M. Ferrand. Je crois que vous dites, M. Ferrand, des choses qui sont fausses sur la fracture, justement. Le département, c'est l'échelle allez voir les 120 de la millions de chômeurs en solidarité Bourgogne. sociale et territoriale. Vous avez deux discours. Vous avez le discours au Sénat et celui de M. Montebourg. Vous aurez le droit de parler Si votre d'abord. conception de la démocratie, c'est de ne pas laisser parler les autres, on sait que vous en voulez déjà aux journalistes, on l'a vu, vous menacez tout le monde. Laissez-moi On parler. menace qui? On en parlera plus tard. Allez, Monsieur Durand. Donc moi je pense qu'effectivement, le rôle du département, avec des régions qui sont plus grandes, qui sont plus stratèges, c'est d'assurer ces solidarités avec une bonne continuité entre l'urbain et le rural. C'est le sens des nouveaux cantons, c'est le sens des compétences que les départements vont exercer. Et on doit avoir un aménagement du territoire qui fonctionne bien avec ce nouvel équilibre. Édouard Ferrand, allez, à vous. Non, mais les socialistes, ils font du clientélisme, c'est-à-dire qu'ils s'occupent uniquement de la politique de la ville. Les territoires ruraux sont les grands abandonnés de la politique régionale bourguignonne. Et aujourd'hui, vous allez nous faire croire que vous allez faire une solidarité avec les départements. Une solidarité sur quoi? La seule chose que vous avez réussi à faire, c'est justement éloigner toutes ces campagnes des sites urbains. Et moi, je dénonce aujourd'hui justement le fait qu'aujourd'hui, en Bourgogne, il y a une superposition du millefeuille administratif, alors que nous, on défend l'idée de la commune, du département et de l'État. Et là, on veut nous faire un magma de politique régionale, en faisant en sorte que le département soit le parent pauvre de l'organisation des collectivités locales, et faire en sorte que le citoyen ne s'y retrouve plus. Et je dénonce aujourd'hui justement cette manœuvre du Parti socialiste qui essaie aujourd'hui, avec les départements, de reconquérir son électorat, mais au lieu de le reconquérir, il va l'affaiblir et va montrer qu'il y a de plus en plus d'inégalités aujourd'hui en Bourgogne. Alain Sugnon ? Oui, c'est une mauvaise réforme, on est tous d'accord là-dessus. Je crois qu'effectivement, les territoires ruraux sont les abandonnés de cette histoire. Et au surplus, on l'a vu avec une surreprésentation notamment de Dijon en Côte d'Or et des villes en particulier, sous-représentation des territoires ruraux. Et c'est vrai que c'est quand même la première fois qu'on va élire des élus territoriaux sans savoir véritablement ce qu'ils vont faire. Et ce qu'on sait aujourd'hui de la loi NOTRe, à travers les travaux des commissions, c'est purement et simplement le millefeuille qu'il aurait fallu dénoncer. Et je pense que cette réforme ne va pas jusqu'au bout, où on ne faisait rien, où effectivement, et à ce moment-là, il fallait redonner des éléments qui permettaient d'éviter le millefeuille. On va continuer à séparer de nouveau les collèges et les lycées probablement. On va donner les mêmes compétences au département que celles qu'on lui reprochait hier, et probablement les mêmes compétences aux régions. Donc c'est une aberration aujourd'hui. Quitte à faire une réforme, autant la faire bien. Et aujourd'hui, cette réforme n'existe pas. On va élire pour rien des élus, et c'est vrai qu'il va falloir bien évidemment, à mon avis, politiser cette élection pour au moins montrer aux Françaises et aux Français qu'on va dans le mur. Et il y a bien sûr le chômage, il y a d'autres prérogatives. C'est vrai que pour l'instant, c'est un espèce de rideau de fumée qu'on est en train de faire à travers ces élections. Il n'empêche qu'il faudra bien sûr s'exprimer. La crainte que j'ai, c'est que les Françaises et les Français ne se rendent pas compte de l'intérêt politique d'aller voter. Donc il faut bien sûr les mobiliser, mais pas par rapport à cette réforme-là. C'est pas effectivement par rapport à la réforme départementale qu'on va mobiliser bien évidemment les électeurs. Allez, un mot, peut-être Philippe Hervieux, on ne vous a pas entendu sur cette réforme, puis après on va passer peut-être sur la réforme, aux enjeux, justement. Nous, on était persuadés qu'il fallait une réforme territoriale de grande ampleur. Malheureusement, cette réforme-là ne nous convient pas trop. On considère qu'il fallait rapprocher le citoyen de la décision politique. C'est pas le cas. On se rend compte qu'on rajoute des couches au millefeuille puisqu'on crée des métropoles dont je crains qu'elles aient aussi des prérogatives qui viennent heurter celles du Conseil régional, notamment en matière de développement économique. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de beau et de grand à faire, parce que je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème démocratique, il y a des gens qui se déplacent de moins en moins pour aller voter, et ça, je crois qu'il fallait prendre le taureau par les cornes pour mixer deux choses. D'abord, mettre plus de représentativité. Il fallait mixer la démocratie participative avec la démocratie représentative à l'intérieur même des régions. Il fallait généraliser le scrutin proportionnel, et puis il fallait aussi réformer le mode de fonctionnement des collectivités locales. Aujourd'hui, quand on est maire ou quand on est président du conseil régional, on est à la fois patron de l'exécutif et patron du délibératif, et ça, c'est pas bon.
non. Je crois qu'il fallait véritablement mettre une coupure entre les deux. On voit ce que ça donne. On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, on l'a vu à Sivens, on l'a vu à Roibon et on va peut-être le voir ici au Rousset avec l'installation d'un center park. C'est-à-dire que quand un président de conseil général ou de conseil régional décide quelque chose, il le fait voter immédiatement et ça passe. Alors qu'il faudrait quand même consulter les gens pour leur demander leur avis sur ces sujets-là. On l'a vu aussi dans le Morvan avec le projet Hercia qui heureusement s'est arrêté. Mais il y a véritablement besoin de démocratie, d'une démocratie supplémentaire dans ce pays si on ne veut pas que les gens s'abstiennent et puis si on ne veut pas qu'ils votent pour le Front National contre lequel évidemment qui a des beaux jours devant lui parce qu'effectivement comme la démagogie c'est bien la manipuler voilà, il faudrait un peu plus le voir à l'œuvre. Des stupéfiants, c'est ça? Pas trop le rapport. Bien sûr. Quel rapport avec les élections départementales? Jérôme Durain. Oui, non, après on va passer juste sur le point du Rousset, je veux rappeler quand même que Rémy Chintron s'est engagé à ce qu'il y ait une démarche de concertation pilotée par la Commission nationale du débat public sur le Rousset. Donc on n'est pas dans l'exécutif, l'autoritarisme, le passage en force, on est dans une concertation. Donc pas de souci sur ce dossier-là. Juste un mot sur la fracture que dénonçait tout à l'heure M. Ferrand. Je crois qu'il faut arrêter au Front National de se faire passer pour la nouveauté. On peut amplifier toutes les colères, surfer sur toutes les difficultés sociales. Ça ne fait pas une politique. Moi, je m'occupe à la région de l'aménagement du territoire. Je passe mon temps à organiser la solidarité entre les territoires ruraux et les centres urbains. Si, 70% de la région aide les villes et pas les campagnes. Il n'y a que 30% pour les campagnes. Aujourd'hui, il y a un mouvement inverse. Les gens partent des villes pour s'installer dans les campagnes. C'est pas parce que vous parlez à la place des autres et pendant que nous-mêmes nous exprimons que vous dites des choses vraies. Vous n'avez plus d'arguments. Vous êtes au bout de votre logique et moi, je crois que c'est le temps, justement, qu'on change cette donne politique en Bourgogne. Quelle nouveauté avec vous? Bien, alors... on n'est pas Madame Irma ici, mais essayons de voir un petit peu ce qui va se passer, notamment par rapport au contexte national et de la politique nationale. On a vu la remontée de l'exécutif dans les sondages après les attentats. De même, il y a eu ce succès diplomatique qui reste à confirmer. Bien sûr, on en saura un peu plus ce soir d'Angela Merkel et de François Hollande qui se sont retrouvés à Minsk mercredi. Là, on en voit quelques images avec le président russe Vladimir Poutine, le président ukrainien Poroshenko. Alors, est-ce que tout ça, ça va jouer selon vous? Est-ce que c'est vraiment à la marge que les gens vont aller mettre leur bulletin de vote? Philippe Hervieux? Moi, évidemment, le contexte international va jouer beaucoup. Il y a un sentiment Et puis, le contexte économique va aussi beaucoup jouer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une embellie. Le CAC 40 a été à plus 10% par rapport au début janvier 2015. Il n'a jamais été aussi haut que depuis 2008. On a un prix du pétrole qui est au plus bas. On a des taux d'intérêt qui sont très bas. On a un euro qui est descendu et donc qui permet d'avoir une monnaie compétitive au plan international. Donc je crois que les choses ne sont pas jouées. Pour les départementales, ça va être un peu court pour que tout ceci puisse avoir une influence, mais je pense que pour les régionales, si on continue dans cette voie-là, je pense qu'effectivement le contexte à la fois géopolitique mais aussi économique peut jouer en faveur d'un bon maintien de la gauche dans les régions. Je crains je ne voudrais pas faire déplaisir à M. Hervieux, mais je crains que les Français n'imaginent pas la situation de la même manière entre la vitrine, y compris du mois de janvier, ce qui s'est passé à Minsk. Quand on voit le sourire de Poutine, très honnêtement, on s'inquiète. Je crois que cette embellie très limitée dans le temps, pour des raisons très médiatiques, du président de la République et du Premier ministre, est en train de chuter très largement dans les sondages. Parce que les Français, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent sur le terrain, d'une part, effectivement, de mauvaises réformes, on vient d'en parler. Ils vivent également le chômage, ils vivent les difficultés du temps. Je souhaite moi aussi qu'on puisse réussir, simplement parce que les petits messages que l'on a, on dit on va gagner parce que le pétrole baisse, parce que l'euro baisse. Très honnêtement, on va gagner grâce aux autres. Je crois qu'il faut aujourd'hui en France plutôt dire qu'est-ce que peut faire ce gouvernement pour essayer de sortir d'une situation dans laquelle on continue à s'inscrire, qui est une situation d'échec. Donc si on veut réussir, je crois qu'il faudrait à un moment déterminé faire des réformes, et ces réformes-là, ce n'est pas non plus la loi Macron qui va le permettre. Donc je crains en tous les cas que les Françaises et les Français, dans une élection qui va se dérouler maintenant dans un mois, ne soient pas dupes de cette situation. Et je le dis pour mes voisins socialistes ou écologistes, il n'empêche que je pense qu'ils sont d'un optimisme qui flaire, à mon avis, quelquefois d'ailleurs un peu se tromper véritablement sur ce que donneront ces élections bientôt. Et j'ai peur cependant que les Français, à ce niveau-là, soit se désaffectionnent les urnes, ce qui serait la pire des choses,
à travers une abstention, alors que c'est le moment ou jamais, puisqu'on leur donne la parole de s'exprimer, soit effectivement vote quelquefois un peu un vote de désamour par rapport à la cause politique qui pourtant est la seule aujourd'hui qui permettrait peut-être de redresser la situation. Jean Durin. Vous disiez tout à l'heure que la majorité n'était pas en bonne posture. Enfin, la dernière élection, c'est quand même nous qui l'avons gagnée dans des circonstances complexes. Dans le Doubs. Oui. L'UMP a complètement disparu des écrans radars. Alors c'est une circonscription qui a toujours été à gauche depuis toujours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez les chiffres, c'est pas vrai. Vous verrez effectivement que c'est beaucoup plus nuancé que ça et que la réalité, c'est que la stratégie de Sarkozy d'aller siphonner les voix du FN s'est retournée contre lui et que vous êtes dans une impasse politique. Moi, ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas parce qu'on a du travail de fond à faire dans ce pays. Et on le fait. On était, il y a quelques jours, en Saône-et-Loire avec Thierry Mandon, qui travaille à la simplification. Alors ça, c'est pas spectaculaire. Mais c'est du travail de fond qui va servir à nos concitoyens dans leur rapport avec les administrations, aux chefs d'entreprise, pour faciliter toute leur démarche. C'est cette politique-là, l'image du travail de fond qu'on est en train de réaliser avec François Hollande et Manuel Valls. Moi, il y a des choses qui ne me satisfont pas complètement. Je voudrais qu'il y ait une orientation un petit peu plus sociale. Je pense que les réformes démocratiques, elles doivent aller un petit peu plus loin, mais je pense que ce travail de fond, il va payer. Et malheureusement, les gens qui sont... Il y a 3 ans que le président de la République nous dit ça. Oui, mais le contexte est difficile. Hein. Il y a un an que M. Rebsamen nous dit que le chômage va baisser. Les 600 milliards de dette de Sarkozy, c'est pas nous. Hein. Donc du coup, je pense que le FN qui essaye de surfer... Les 600 000 chômeurs de plus depuis 2 ans, c'est quand même la pauvreté, les difficultés économiques et sociales qui sont réelles, en proposant des solutions qui sont complètement archaïques, avec d'ailleurs l'appui de M. Poutine, qu'on a vu tout à l'heure, hein, puisque c'est la Russie qui finance le Front National, avec des élus qui ne sont ni meilleurs ni nouveaux, contrairement à ce que dit M. Ferrand. C'est une impasse politique. Donc du coup, la période est difficile. On fait un travail de fond qui est ingrat. Mais moi, j'ai bon espoir que ça paye à la fin, notamment pour les gens qui sont le plus en difficulté. Alors, Édouard Ferrand, effectivement, donc, on a vu quand même que le Front National... Non, mais je vais quand même répondre dans le Doubs, oui, allons-y. Sur les thèmes. Ouais. Je vais quand même pouvoir parler un petit peu, si vous voulez, ce matin, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Vous avez déjà beaucoup entendu, M. Ferrand. Quand j'entends le discours de M. Durin, le discours du Parti Socialiste, mais c'est lamentable, c'est creux. Je veux dire, ils n'ont plus rien à dire, ils ont échoué complètement. Et je pense que les Français vont ouvrir les yeux pour cette élection. Les 2 sujets majeurs aujourd'hui qui seront au cœur de cette élection, c'est l'insécurité et l'immigration. L'immigration, parlons-en. C'est vos sujets. Mais ce ne sont pas les compétences des conseillers départementaux. Bon, je peux parler ? M. Valls a décidé aujourd'hui de faire venir 60 personnes de Calais pour les installer dans une gendarmerie désaffectée à Pouilly-en-Ossois. C'est ça la politique d'immigration du gouvernement, des gens qui sont sans papier, qui vont aller dans les territoires ruraux. C'est le grand remplacement que veut faire M. Valls. L'insécurité. Parlons-en de la sécurité. L'insécurité dans les campagnes. Allez voir aujourd'hui tous les vols qu'il y a dans le matériel agricole notamment. Allez voir aujourd'hui cette insécurité qu'on a constatée malheureusement avec l'affaire du 7 janvier, l'affaire Charlie Hebdo. L'insécurité, c'est 30 ans de laxisme de la gauche et de la droite. Moi, je dis stop. Et je pense que les Français, notamment les Bourguignons, en ont marre de cette immigration qui maintenant atteint nos territoires ruraux. Ils en ont marre de cette insécurité qui se développe de plus en plus dans les campagnes. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 enjeux maximum qu'il va falloir justement mettre sur la table. C'est l'insécurité et l'immigration. Dire non à cette politique qui, depuis 30 ans, justement... Y compris pour les élections départementales dont, a priori, le Conseil départemental n'a aucune compétence sur ces domaines-là. Mais vous les connaissez, les compétences du Conseil général? Il n'y en a aucune. Les socialistes ont été incapables de produire une loi, de proposer un véritable aménagement du territoire. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, voilà, il faut sanctionner cette politique qui, depuis 40 ans, nous a conduit droit dans le mur. Alors, M. Durin dit, on surfe sur les problèmes. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes au gouvernement? Vous avez fait qu'augmenter justement le chômage. On est passé de 110 000 chômeurs en Bourgogne à 125 000. C'est ça ce que vous avez fait? C'est ça votre réussite politique? Alors, mettez un peu plus de raison dans vos propos, parce que je crois qu'aujourd'hui, les Français, justement, c'est de plus en plus difficile pour eux. Vous savez que la fin de mois, elle commence souvent le début de mois ici en Bourgogne. C'est pour ça que la sécurité et l'immigration, c'est vraiment pas les sujets centraux. Oui, M. Ferrand a raison. Les questions de sécurité sont des questions qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens et on devrait plus s'en préoccuper. Le problème, c'est qu'on a vu que quand M. Sarkozy était au pouvoir, il a, je crois, diminué les effectifs de la police et de la gendarmerie de plus de 6 000 personnes. Il a éliminé toutes les actions préventives. Les socialistes ont continué. Toutes les actions. Des postes. Ils ont recréé des postes. Et toutes les actions préventives qui sont au cœur de la lutte contre l'insécurité et qui sont menées par des associations à l'intérieur des quartiers, etc., ont été abandonnées. Donc je crois que maintenant, si on est dans le climat dans lequel on est, ce n'est pas par hasard. En tous les cas, moi, ce que je voulais dire à M. Ferrand, ce n'est pas en décidant que les armes sont nos amis, comme vous l'affichez à Béziers,
via M. Ménard. Pourquoi c'est interdit d'armer la police? Non, mais dire que les armes sont nos amis, c'est pas correct. Et surtout, vous engagez la discussion sur une pente qui n'est pas la bonne. Je vous le dis, de la même manière que votre représentante dans le Doubs, quand elle fait campagne, quand elle fait campagne sur le péril islamiste, je suis désolé, monsieur, on ne pourra jamais être d'accord tant que vous occuperez de, vous direz des choses pareilles. Les armes ne sont pas nos amis et il n'y a pas de péril islamiste en France. Alors, par rapport à ce vote Front National, quand même, on a vu, alors il y a un chercheur en sciences politiques à l'université de Picardie qui s'appelle Joël Gombin qui a vu, selon ses calculs, donc il y aurait à peu près la moitié des électeurs qui ont voté UMP au premier tour, qui ont voté Front National au deuxième. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous dites que finalement, est-ce que vous vous dites qu'ils ont plutôt voté à gauche puisqu'il y avait encore le candidat de gauche? Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une porosité maintenant entre les deux courants que vous pouvez regretter ou non, mais je pense qu'effectivement, il y a plus d'électeurs de gauche aujourd'hui qui, dans la situation dans laquelle les ont emmenés aussi bien le Parti socialiste que d'autres familles de gauche, par désespérance, votent en effet Front National, c'est clair. L'UMP, par essence, sont pas simplement des militants, hein. Il y a des électeurs, et je crois que là-dessus, Nicolas Sarkozy avait raison. J'étais pas favorable au Nini, moi, en ce qui me concerne. Je suis pas non plus favorable au Front républicain, parce que ça me paraît une aberration aujourd'hui de dicter, effectivement... Alors, qu'est-ce qu'on dit aux électeurs? On leur dit que les amis, ils sont dans une démocratie, que chacun est bien sûr à même de faire ses choix, et c'est bien sûr aux militants et aux élus que nous sommes de dire clairement quelles sont les conséquences des choix. Et je pense que le Parti socialiste aujourd'hui a une grande responsabilité, parce que l'échec économique dans lequel on est aboutit purement et seulement à des votes de désespérance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Alors que le Front National apporte les vraies réponses, certainement pas. Qu'il pose des questions, probablement. Et c'est la raison pour laquelle... Monsieur Suguenot... Attendez, je termine. Ça permet simplement de dire... Est-ce que vous soutenez Alain Juppé qui appelle à voter socialiste? Non, parce que c'est complètement en contradiction avec ce que vous dites. Non, mais je suis en désaccord total avec aussi bien Mme Kosciusko-Morizet que M. Juppé. Je parlais tout à l'heure de Nicolas Sarkozy qui a dit clairement les électeurs sont majeurs et dans ces conditions, c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il avait été mis en minorité sur le Nini, mais je crois qu'il avait raison. Je crois qu'on l'a vu d'ailleurs. Les électeurs, on leur dicte pas un vote. Aujourd'hui, ils s'expriment par rapport aux difficultés du temps, par rapport à ce qu'ils vivent sur le territoire. Et je pense que ça a été un vote majeur. Bon, le candidat socialiste a été élu parce qu'effectivement, c'est une circonscription socialiste depuis toujours, circonscription de M. Moscovici. Le Front National a répondu tout simplement par un vote de difficulté, de désespérance, et qui a permis tout simplement, bien évidemment, à ce qu'il y ait un rapprochement dans le cadre des élections. Très honnêtement, l'UMP n'a pas appelé à voter ni pour les uns pour les autres. Je crois que c'était effectivement la juste. On pouvait difficilement soutenir le gouvernement que l'on critique par rapport à ces réformes. C'est clair. Il nous a 6 minutes. La réponse de Jérôme. Dans une drôle de situation, Monsieur Suguenot, à l'UMP, parce que ça veut dire que si vous n'appelez pas à voter socialiste quand au deuxième tour il y a un deuxième tour Front National, Parti socialiste, ça veut dire que le Parti socialiste ne votera pas pour vous quand vous serez face au Front National. On ne peut pas appeler à voter socialiste quand on est en désaccord avec la politique, les amis. Il faut être quand même écologique avec soi-même. Mais vous vous rendez bien compte que vous vous exposez à la même chose dans l'autre sens. On s'expose à ce que les Françaises et les Français votent en conscience et s'abstiennent. C'est un peu le mot d'ordre. Il y a un vieux jeu de mots qui dit dans le Doubs on s'abstient, mais il n'empêche que c'est effectivement ce qui devait se passer sur ce département. Et les Français sont assez majeurs, les électeurs du Doubs, pour voter pour qui ils veulent. C'est ce qu'on appelle l'UMPS. Où on interdit. Oui, mais s'il vous plaît. Jérôme Durand a demandé la parole, on lui donne la parole. À partir du moment où on l'autorise comme un mouvement politique, par définition, les électeurs sont majeurs pour voter pour lui. Allez, on en reparle dans 5 minutes environ, juste après le flash présenté par Lise Rigier. À tout de suite.